La jeune femme de 15 ans est sortie se promener, promettant à ses parents qu'elle rentrerait bientôt, mais elle n'est jamais rentrée et son téléphone était éteint. Les parents ont contacté la police, qui a entamé des recherches pour retrouver la jeune femme disparue. Les détectives n'avaient aucune piste jusqu'à ce qu'ils aient accès à son compte Facebook. C'est là que se cachait l'indice inquiétant sur ce qui lui était arrivé. Nicole Cable est née le 12 août 1997 dans la petite ville américaine de Glenburn, dans le Maine. Ses parents ont divorcé lorsqu'elle était jeune, et la jeune femme est restée vivre avec sa mère, son beau-père et ses 3 sœurs plus jeunes. Pendant ses années de lycée, Nicole avait une passion pour la musique, faisait partie de l'équipe de Pom Pom Girls et même posait comme modèle pour une entreprise locale. Elle avait aussi de nombreux amis qui décrivaient la jeune femme comme joyeuse, serviable et gentille. Elle essayait toujours de garder une vision positive de la vie, même si, comme beaucoup d'adolescents, elle avait ses propres difficultés. Au printemps 2013, lorsque la jeune femme avait 15 ans, elle attendait avec impatience les vacances scolaires à venir et son anniversaire. Seuls quelques mois la séparaient de l'obtention du permis de conduire dont elle rêvait depuis si longtemps. Nicole vivait dans une petite ville où il n'y avait pratiquement rien d'autre que quelques immeubles d'appartements. Cependant, à une vingtaine de kilomètres se trouvaient des communautés plus grandes où presque tous ses amis vivaient et où il y avait beaucoup plus de distractions. Même son école était à 20 minutes en voiture de chez elle, et elle devait attendre le bus tous les matins. Le dimanche soir, le 12 mai, Nicole a dit à ses parents qu'elle allait rencontrer une amie et qu'elle rentrerait bientôt. Elle a quitté la maison vers 21h et a pris la route principale, mais elle n'est jamais rentrée chez elle. Les parents inquiets ont essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint et elle ne s'était pas connectée aux réseaux sociaux. Lorsqu'ils ont contacté ses amis, ils ont appris que personne ne l'avait vue cette nuit-là. Après avoir attendu jusqu'au matin, sa mère a décidé de se rendre à la police. Elle espérait jusqu'au dernier moment que Nicole était simplement restée dormir chez des amis, même si cela posait de sérieuses questions. Tout d'abord, la jeune femme n'était jamais partie de la maison toute la nuit sans la permission de ses parents. Deuxièmement, elle aurait certainement contacté sa mère pour lui dire où elle se trouvait. La police a immédiatement commencé les recherches. Au début, ils ont refusé de se concentrer sur une seule version. Les enquêteurs ont admis que la jeune femme aurait pu partir de son plein gré, mais ils n'ont pas non plus exclu une intervention criminelle. Le premier jour de recherche n'a donné aucun résultat. La police a interrogé les amis et les proches de la jeune femme et a commencé à la chercher dans la région de Glenburn. Les parents de Nicole ont créé un groupe Facebook pour signaler la disparition de leur fille et ont appelé le public à les aider à la retrouver. Ce même jour, ses amis ont imprimé et affiché des centaines de tracts à l'intérieur et à l'extérieur de Glenburn. La police a demandé aux volontaires de rester à l'écart de la région pour éviter que les chiens de recherche ne suivent sa trace. Le deuxième jour, la police a tenu une conférence de presse où la mère de Nicole a lancé un appel. Les larmes aux yeux, elle a demandé à sa fille de rentrer à la maison si elle était partie de son plein gré. La mère a également évoqué un possible enlèvement et a exhorté les responsables à libérer Nicole si quelqu'un la retenait. Le chef de la police locale a ajouté que l'opération de recherche serait élargie. Le FBI et la police d'État ont été impliqués, portant ainsi le nombre total d'agents impliqués à 45. Le public a rapidement appris un fait troublant. La mère de Nicole a révélé que sa fille avait échangé des messages avec un certain garçon sur Facebook depuis des semaines. La police a accédé au compte de Nicole et a découvert que ce jeune homme s'appelait Brian Butterfield. De plus, d'après la correspondance, le jour de sa disparition, la jeune femme avait convenu de le rencontrer au bord de la rue où se trouvait sa maison. Dans un premier temps, la police a refusé de commenter la situation, mais de nouveaux détails ont rapidement émergé. Il s'est avéré que Brian fréquentait la même école que Nicole et la connaissait personnellement. Mais lors de l'interrogatoire, le jeune homme prétendait n'avoir parlé à la jeune femme que quelques fois dans sa vie et n'avoir jamais correspondu avec elle sur Facebook. Dans ce contexte, une autre étrangeté a été remarquée. Il y avait 2 comptes Facebook de Brian Butterfield, mais l'un d'entre eux a été supprimé la nuit où Nicole a disparu. Brian lui-même a déclaré qu'il n'avait qu'un seul compte et n'avait rien à voir avec le deuxième compte. De plus, il était au courant de l'existence de cette fausse page et avait même signalé aux policiers quelques semaines avant la disparition de Nicole. Tout cela semblait vraiment étrange, et la police ne s'est pas précipitée pour accuser le jeune homme de crime. Au lieu de cela, ils ont continué à fouiller la région autour de Glenburn, espérant trouver des éléments de preuve. En même temps, le service informatique examinait en détail ce compte Facebook suspect. Le vendredi 17 mai, le shérif s'est adressé au public pour obtenir des informations. La police recherchait un pick-up Ford rangé noir et demandait toute information sur le véhicule.
Ils ont précisé que l'implication du conducteur dans la disparition de la jeune femme n'avait pas été déterminée et qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. Le shérif a également annoncé une ligne d'assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 pour tout renseignement sur l'affaire. Ils ont dû allouer un numéro séparé, car le nombre d'appels dépassait plusieurs centaines. Au 6e jour, la police a annoncé qu'elle faisait appel à des volontaires pour fouiller la région. Des points de rassemblement ont été mis en place et les personnes ont été réparties en groupes. Les volontaires devaient rechercher tout ce qui pourrait être pertinent, et cette fois-ci, la zone de recherche a été considérablement étendue. Elle s'étendait aux 2 villes les plus proches, Bangor et Old Town. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel de la police. La foule comprenait environ 400 résidents locaux et une centaine de volontaires professionnels des différents comtés. De plus, des équipes de recherche tout-terrain et à cheval étaient présentes. Compte tenu de l'ampleur de l'opération et de la nature difficile du terrain, les autorités ont essayé d'utiliser toutes les ressources possibles. Elles ont même utilisé la photographie aérienne dans l'espoir que les images puissent révéler quelque chose d'utile à l'enquête. Le lendemain de la recherche, exactement une semaine après la disparition de Nicole, la police a publié une déclaration décevante. Le corps de la jeune femme a été retrouvé près de Old Town, dans une zone boisée non loin de la route 43. Ils ne se sont pas précipités pour divulguer les détails, précisant seulement que le corps était recouvert de branches et avait été découvert par un chien de service. Il a bientôt été annoncé que la police enquêtait sur un homicide et le lendemain, le 20 mai, ils ont signalé l'arrestation d'un suspect. Il s'est avéré être un jeune homme local de 20 ans nommé Kyle Dubb. Aucun détail n'était connu à ce moment-là et le public a été tenu dans l'ignorance pendant un certain temps. Le lendemain, il a été formellement inculpé de meurtre prémédité. Dans le même temps, il s'est avéré qu'au moment de son arrestation, il était déjà en prison. Le gars avait été condamné à 90 jours de prison pour avoir échappé à la police et pour un accident de moto l'année dernière. Kyle a commencé à purger sa peine 3 jours avant la découverte du corps de Nicole, mais il était libre jusqu'à ce moment-là. Selon les amis de la jeune femme, elle connaissait Kyle depuis plusieurs mois. Le jour précédant sa disparition, elle s'est plainte à plusieurs amis que Kyle avait essayé de l'embrasser et que Nicole avait dû se battre sérieusement pour le faire arrêter. Néanmoins, jusqu'à présent, la police avait gardé secrètes les preuves contre cet homme. On savait qu'il vivait avec ses parents et sa fille de 4 ans dont il avait la garde. Kyle était également en couple avec une jeune femme de 18 ans nommée Sarah et travaillait pour une entreprise locale de soins aux personnes handicapées. Son avocat a demandé une audience préliminaire à huis clos, et le juge a accédé à sa demande. Par conséquent, le public et les médias n'avaient pas accès aux informations sur l'affaire, et la décision du juge a été critiquée. Les funérailles de Nicole ont eu lieu le 26 mai. Auparavant, plusieurs centaines de résidents locaux se sont rassemblés et ont honoré sa mémoire en lançant des ballons dans le ciel. Quelques jours après les funérailles, un juge, sous la pression du public, a levé l'interdiction de divulgation publique de l'affaire, et certains faits troublants ont enfin été révélés. Premièrement, la police a pu déterminer que le faux compte Facebook avait été enregistré depuis l'ordinateur de Kyle et que toutes les sessions ultérieures avaient été effectuées depuis son adresse IP. Cela signifiait que c'était Kyle qui l'avait trompé pour la faire sortir de la maison peu de temps avant le meurtre, et il était clair d'après le rapport du médecin légiste que la jeune femme était décédée le jour même de sa disparition. Deuxièmement, la police disposait de plusieurs témoins importants, le frère de Kyle et sa petite amie. Selon Sarah, avec qui le suspect sortait, Kyle lui a avoué le meurtre quelques jours après qu'il se soit produit. Cela s'est produit immédiatement après que Sarah a été convoquée pour être interrogée. Là, il lui est apparu que la police soupçonnait Kyle, mais qu'il n'y avait pas de preuves. Il a également été interrogé, mais a déclaré qu'il était au travail le jour de la disparition de la jeune femme. Kyle a dit à son frère qu'il avait attiré Nicole en périphérie de la ville en utilisant un faux compte Facebook. Le gars avait prévu de faire croire qu'il l'avait enlevée et la détenait dans un endroit isolé. Ensuite, Kyle prévoyait de la retrouver et de la libérer, pensant que la jeune femme tomberait amoureuse de son sauveur. Tout cela semble étrange, pour le moins, mais il y a encore plus à venir. Rappelez-vous seulement que c'est la version du coupable, racontée à son frère. Les événements se sont ensuite déroulés comme suit. À partir d'un faux compte, Kyle a attiré Nicole dans un endroit isolé le long de la route Hudson. Il l'attendait déjà, caché dans les buissons. Il portait un bonnet de ski qui lui couvrait le visage. Lorsque Nicole est arrivée à l'endroit convenu, il s'est jeté sur elle, lui a enroulé du ruban adhésif autour de la tête et l'a chargée dans le pick-up de son père, un Ford Ranger noir. La voiture était garée à proximité. Ensuite, selon ses propres mots, Kyle l'a emmenée loin du lieu de l'enlèvement. Alors qu'il commençait à la sortir de la voiture, il a remarqué que la jeune femme ne montrait aucun signe de vie.
Le gars a réalisé que le ruban adhésif l'empêchait de respirer et qu'elle était décédée. Ensuite, il a paniqué et a décidé de cacher le corps. À sa petite amie, Kyle a raconté la même histoire, en ajoutant quelques détails. Il a dit qu'avant de cacher le corps, il avait enlevé presque tous les vêtements de Nicole et l'avait jeté par la fenêtre de la voiture sur le chemin du retour à la maison. Cela a été fait pour que la police ne trouve pas de traces de son ADN. La police a effectivement trouvé plusieurs vêtements appartenant à la jeune femme. Ils étaient pratiquement au même endroit où Kyle avait attaqué Nicole. Le point clé ici était que Kyle avait presque exactement dit à sa petite amie où il avait caché le corps. C'est parce que Sarah est allée raconter toute l'histoire à la police qu'ils ont pu localiser le corps de Nicole. Kyle lui-même refusait d'admettre sa culpabilité, mais la situation n'était guère en sa faveur. Lorsque la police a découvert tous les détails de l'examen médical, des preuves plus graves sont apparues contre le suspect. Sous les ongles de Nicole, du sang a été trouvé qui correspondait exactement à l'échantillon d'ADN de Kyle. Lorsque le garçon a été interrogé quelques jours après le meurtre, il avait de profondes égratignures sur le visage. Il les a attribuées à une blessure qu'il avait subie au travail. De plus, la cause du décès de la jeune femme était l'étranglement, comme en témoignaient les blessures au cou. Cela allait à l'encontre de la version de Kyle concernant ce qu'il avait raconté à son frère et à la jeune femme. S'il avait scotché la bouche et le nez de la victime, il n'y aurait pas eu de telles blessures. Son avocat a demandé une évaluation psychologique, ce qui a ralenti le procès, mais quelques mois après son arrestation, quelque chose d'intéressant s'est produit. Kyle a été inculpé de vol après qu'une arme volée a été trouvée chez lui. Le gars avait été arrêté plusieurs fois auparavant pour vol, mais à chaque fois il s'en est sorti avec une amende. Un examen a montré que Kyle était parfaitement sain d'esprit et un procès a été fixé pour février 2015. En attendant le procès, le défendeur était en prison. Avant le début du procès, l'avocat de Kyle a déposé une requête pour exclure certaines déclarations de témoins du dossier de l'affaire. L'une d'elles était celle de l'agent correctionnel où Kyle est arrivé pour purger sa peine pour avoir échappé à la police et pour un accident de moto. Selon l'agent, le gars était très nerveux, voire en pleurs. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était si nerveux, Kyle a dit quelque chose comme « Ce n'est pas une question de délai, c'est ce que j'ai fait d'autre ». Le procès a commencé le 22 février 2015. L'avocat de Kyle a déclaré que son client était innocent du meurtre et que l'enquête était totalement biaisée. Selon la défense, il était chez lui au moment du meurtre, et Nicole a été attaquée par quelqu'un d'autre. La petite amie de Kyle, Sarah, a été désignée comme un suspect possible. On prétendait qu'elle détestait Nicole à cause de sa relation avec son petit ami. L'avocat prétendait qu'elle avait accès à l'ordinateur de Kyle, à partir duquel elle aurait pu créer un faux compte pour incriminer son petit ami après le meurtre. Cette théorie n'avait aucune corroboration et allait à l'encontre des preuves réelles. Kyle s'est connecté au faux compte non seulement depuis son ordinateur, mais aussi depuis son téléphone. De plus, il s'est connecté via une application, en changeant son compte personnel en un faux compte. À cause de cela, il était clairement visible quand il se déconnectait d'un compte et se connectait immédiatement à un autre. De plus, il n'y avait aucune preuve matérielle contre Sarah, contrairement à Kyle. Son ADN a été retrouvé non seulement sous les ongles de la victime, mais aussi sur ses vêtements, que le tueur a jetés en chemin du retour à la maison. Le témoin suivant était le véritable Brian Butterfield. Il a déclaré que Kyle lui en voulait depuis longtemps parce que Brian avait déjà fréquenté sa petite amie. Selon lui, c'est ce qui a poussé Kyle à créer un faux compte avec son nom pour pouvoir incriminer le jeune homme s'il se passait quelque chose. L'accusation a également présenté des captures d'écran de la correspondance montrant que Kyle communiquait non seulement avec Nicole, mais aussi avec d'autres jeunes femmes mineures. Le témoin suivant était un collègue de Kyle qui travaillait avec lui dans une entreprise de soins aux personnes handicapées. L'avocat du défendeur a insisté sur le fait que les égratignures sur le visage de Kyle étaient apparues pendant qu'il travaillait, mais le témoin a nié cela. Selon son récit, les 11 et 12 mai, lui et Kyle étaient chez une femme souffrant de troubles mentaux. À un moment donné, elle est devenue agressive et a attaqué Kyle, lui laissant plusieurs égratignures sur le visage près de l'œil. Kyle s'est rendu à l'hôpital pour demander de l'aide, seulement pour remarquer le lendemain, le 13 mai, qu'un collègue avait remarqué de nouvelles cicatrices sur son visage. Cela s'est produit juste après la disparition de Nicole. Un autre collègue a déclaré que le jour où Nicole a disparu, Kyle a quitté son travail vers 21h et n'est revenu qu'à 6h du matin, bien qu'il aurait dû être de service toute la nuit. Dans le même temps, il a demandé à ce que personne ne soit informé de son absence. Le tribunal a également convoqué 4 détenus avec lesquels Kyle avait interagi en prison en attendant son procès. Ils ont tous déclaré que Kyle leur avait avoué avoir tué la jeune femme. À l'un d'entre eux,
il a dit qu'il l'avait étranglé et fait passer cela pour un accident. À un autre, il a clairement déclaré qu'il avait initialement prévu de commettre le crime. Le témoignage le plus intéressant était celui d'un détenu nommé Scott Forbes. Il avait passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux et avait la réputation de bien connaître le système juridique. Kyle avait été en contact avec lui pendant un certain temps, après quoi il avait décidé de se renseigner sur la meilleure façon de s'en sortir avec son crime. Ensuite, Kyle a écrit plusieurs versions sur papier de ce qui était arrivé à Nicole et a remis les morceaux de papier contenant ces informations à Forbes. Toutes ces versions avaient un point commun: Kyle admettait avoir créé un faux compte et avoir attiré Nicole dans un endroit désert, mais il décrivait ensuite différentes versions des événements. D'abord, il a écrit qu'il voulait juste la kidnapper et ensuite la sauver, mais il n'a pas pu se contenter de l'immobiliser avec du ruban adhésif, et la jeune femme a suffoqué. Sur une autre feuille, il a dit qu'il avait bondi sur Nicole depuis les buissons et qu'elle était tombée dans les pommes de peur. Paniqué, Kyle lui a scotché la bouche et l'a emmenée hors de la ville, après quoi il a remarqué qu'elle n'avait plus de pouls. Une autre version était qu'il n'avait pas utilisé de ruban adhésif et que la jeune femme était morte pour rien. Une autre version disait que Kyle avait sauté hors des buissons et lui avait attrapé le torse, mais qu'il avait ensuite réalisé qu'il avait en fait serré sa gorge, ce qui l'avait fait perdre connaissance. Comme nous pouvons le voir, toutes ces histoires semblent carrément délirantes, mais il y avait quelque chose de vraiment utile pour l'enquête. Kyle a décrit en détail l'endroit où il l'avait attaqué, où et comment il avait caché le corps. De plus, il a précisé l'emplacement exact où il avait caché le passe-montagne avec lequel il avait agressé la jeune femme. Toutes ces informations ont été tenues secrètes jusqu'au début du procès, donc seul le tueur pouvait connaître de tels détails. Les experts ont examiné les feuilles et y ont trouvé des empreintes digitales ainsi que l'ADN de Kyle. Le procès n'a pas été sans difficulté. Le frère cadet de Kyle, qui avait témoigné contre lui 2 ans plus tôt, a commencé à nier le fait que Kyle avait avoué le meurtre. Le problème était que le frère avait écrit tous les détails de ce qui s'était passé en détail, qu'il n'aurait pu apprendre que de Kyle. Le seul qui n'a pas prononcé un mot pendant tout le procès était Kyle lui-même. Il a refusé de témoigner même en sa propre défense. L'enquête lui a proposé un marché dans lequel il pouvait espérer une peine réduite en échange d'un aveu, mais il a refusé. Le 6 mars 2016, l'audience finale du tribunal a eu lieu, au cours de laquelle le verdict a été rendu. Kyle a été reconnu coupable du meurtre prémédité de Nicole. Ses proches et son avocat ont tenté d'obtenir une peine clémente, invoquant son âge et le fait qu'il avait une jeune fille, mais le tribunal a refusé de faire des concessions. Kyle a été condamné à 60 ans de prison pour meurtre et à 30 ans de plus pour enlèvement. Dans ses plaidoiries finales, le juge a noté que les preuves contre Kyle étaient accablantes et sa culpabilité dans l'affaire était claire. Au lieu de montrer des remords et de faire des aveux, il a inventé diverses versions de ce qui s'était passé et a fait de son mieux pour éviter la prison. Pour cette raison, le tribunal a refusé de commuer sa peine. De plus, le juge était enclin à croire que Kyle avait initialement prévu de tuer Nicole, un plan sur lequel il avait travaillé pendant des semaines. Les parents de Nicole ont qualifié la peine de juste et ont exprimé l'espoir qu'il ne sorte jamais plus de prison. Ils ont également donné de nombreuses interviews et sont apparus dans diverses émissions de télévision pour parler des dangers des médias sociaux, en utilisant le meurtre de leur fille comme exemple. Selon eux, la tragédie aurait pu être évitée si le coupable n'avait pas eu l'opportunité d'usurper l'identité d'une autre personne en ligne. Cependant, des personnes comme Kyle peuvent tôt ou tard en arriver au meurtre même sans compte faux. Partagez votre opinion sur cette histoire et n'oubliez pas de noter la vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de nous avoir regardés.